Bonjour à toutes et à tous, alors la chaîne n'est pas très vieille, mais c'est vrai que jusqu'à présent on a traité de sujets assez lourds, assez préoccupants, et pour cet épisode j'avais envie de traiter d'un sujet plus léger, un phénomène aussi qui me tient à cœur en fait, parce que c'est sûrement le phénomène qui m'intéresse le plus en ce qui concerne l'évolution. Toi aussi d'ailleurs tu me disais que c'était un aspect de l'évolution que t'aimais bien, c'est pour ça que t'as insisté pour faire l'épisode avec moi. On veut bien sûr parler de la convergence évolutive. Si vous savez pas ce que c'est pas grave, on va voir ça à travers un exemple, celui des ichthyosaures. Et si vous savez pas ce que c'est pas grave non plus. Les ichthyosaures, ce sont des reptiles marins, ce qui veut dire que ce ne sont pas des poissons. Ils n'ont pas de branchies et ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer. Ils ont vécu de 250 millions d'années jusqu'à 90 millions d'années, durant ce qu'on appelle l'ère secondaire ou le Mésozoïque, donc c'est la même période que les dinosaures. On décrit pour la première fois ces animaux en 1708. Alors oui, c'est hyper vieux. Pour rappel, c'est 100 ans avant le concept d'extinction de Georges Cuvier et c'est 150 ans avant la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Et le plus étonnant, c'est que les vertèbres qu'on découvre à l'époque, eh bien, on commence à les décrire comme des vertèbres appartenant à des poissons. Et ce n'est qu'en 1811 que Mary Henning, une paléontologue amatrice britannique, fait la découverte du premier squelette complet d'ichthyosaure. Et elle a fait cette découverte à l'âge de 12 ans. Et là, plus aucun doute possible, que ce soit en observant les os du crâne ou des pattes, on se rend bien compte qu'il s'agissait en fait de reptiles. Et pourtant, c'est vrai que quand on les regarde comme ça, les ichthyosaures ne ressemblent pas tellement à des reptiles. Moi, ils me font penser ni à des lézards, ni à des crocodiles. Avec leurs formes fuselées et leurs pattes en forme de nageoires, les ichthyosaures ressemblent à des poissons. Et ce n'est pas le fruit d'une coïncidence, mais celui de la convergence évolutive. On est bien d'accord que si le gorille, l'humain ou le chimpanzé ont tous un pouce opposable, c'est parce qu'ils font partie de la même grande famille, celle des primates. Et tous les primates partagent un ancêtre commun, qui a hérité de ce caractère, et qui par la suite l'a transmis à tous ses descendants. Oui, sauf que nos ichthyosaures, ce sont des reptiles. Leur ancêtre était un reptile terrestre qui était bien évidemment dépourvu de nageoires. Mais c'est en s'adaptant au milieu aquatique que l'ancêtre de l'ichthyosaure a évolué, que les os du bras et de la main se sont aplatis, et que le nombre de phalanges a été multiplié. Nous, on a 3 phalanges par doigt, 2 pour le pouce. Les ichthyosaures, ils peuvent en avoir une vingtaine par doigt. Et si les pattes des ichthyosaures ont fini par ressembler à celles des poissons, eh bien ce n'est pas parce qu'ils ont un ancêtre commun qui leur aurait transmis des nageoires. Non, les ichthyosaures ont une morphologie qui ressemble à celle des poissons, car cette morphologie est hydrodynamique. Poissons et ichthyosaures se sont adaptés au milieu aquatique de façon similaire, puisqu'il n'y a pas 36 façons de se déplacer efficacement sous l'eau. Et ce phénomène, il a eu lieu chez l'ichthyosaure, mais aussi chez le dauphin par exemple, qui lui non plus n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Donc il avait un ancêtre terrestre, qui s'est par la suite adapté au milieu aquatique. Et c'est ça la convergence évolutive. Si les contraintes de l'environnement sont les mêmes, eh bien la sélection naturelle peut conduire à des structures et à des morphologies similaires chez des animaux qui pourtant n'ont rien à voir entre eux et ne sont pas apparentés. Alors des exemples de convergence évolutive, il y en a à foison, et j'aurais pu consacrer une chaîne YouTube entière pour vous les détailler. Vu comment ça me plaît, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça d'ailleurs. Premier exemple chez les hippopotames et les crocodiles, où en fait les yeux et les narines sont positionnés au sommet du crâne, ce qui leur permet de pouvoir respirer et voir sans avoir à sortir la tête hors de l'eau. Comme on a d'un côté un mammifère et de l'autre un reptile, vous imaginez bien que ce caractère n'est pas hérité d'un ancêtre commun, mais qu'il a évolué indépendamment chez ces deux animaux. Autre exemple, plusieurs mammifères ont acquis une forme de taupe, une morphologie particulièrement efficace pour creuser et vivre sous terre. Ça ne saute pas aux yeux, mais ces 3 taupes ne sont pas du tout apparentées entre elles. Elles font partie de familles complètement différentes. Autrement dit, la taupe commune est plus apparentée au hérisson qu'aux 2 autres taupes, la taupe dorée du Cap est plus apparentée à l'éléphant, et la taupe marsupiale est plus apparentée au koala et au kangourou. On a aussi des cas de convergence chez les plantes. Par exemple, les plantes succulentes, elles sont capables de stocker de l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges ou leurs racines, et c'est le seul moyen pour survivre dans des climats arides avec de longues périodes de sécheresse. Mais elles ont acquis cette capacité indépendamment les unes des autres, et là encore, elles font partie de familles qui n'ont rien à voir entre elles. Et un des exemples les plus connus, et les plus curieux, c'est la capacité de voler qui est apparue plusieurs fois chez les vertébrés, dans des groupes qui pourtant n'ont rien à voir. Les ailes sont apparues pour la première fois chez les ptérosaures, mais aussi un peu plus tard chez les dinosaures, avec les oiseaux, et puis enfin, beaucoup plus tard, chez les mammifères, avec les chauves-souris.
Quand on regarde de près d'ailleurs, on voit bien que les ailes n'ont pas grand chose à voir entre elles. Chez les ptérosaures, c'est le doigt 4 qui est allongé, chez la chauve-souris c'est tous les doigts sauf le premier, et chez les oiseaux, il n'y a pas de membrane de peau, mais la présence de plumes. Et là on touche à une notion cruciale de la convergence évolutive. Parce qu'effectivement, la sélection naturelle, elle ne peut bricoler qu'avec ce qu'elle a. Et aussi impressionnante qu'elle puisse être, deux formes convergentes ne seront jamais parfaitement identiques. Pour parler de ça en détail, revenons sur nos ichthyosaures. Certains d'entre vous auront sûrement remarqué la queue biscornue du squelette que j'ai montré un peu plus tôt. En 1838, le paléontologue Richard Owen, qui possédait alors encore peu de spécimens, il pensait que c'était une déformation post-mortem, que la colonne vertébrale de l'animal s'était brisée après sa mort. Une idée qui devient de plus en plus difficile à soutenir au fur et à mesure qu'on trouve des nouveaux ichthyosaures et qu'ils ont tous la queue brisée. Et finalement, en 1890, on découvre des fossiles exceptionnels d'ichthyosaures en Allemagne. Et quand je dis exceptionnel, c'est pas une façon de parler, puisqu'on retrouve vraiment les parties molles, les tissus mous, et ça c'est quelque chose d'extrêmement rare en paléontologie. Généralement, on va trouver les parties dures, donc le squelette. On retrouve ainsi la nageoire dorsale, inconnue jusque-là. Et si elle était restée inconnue, c'est qu'il y a une bonne raison. Il n'y a pas d'os dans la nageoire dorsale. Chez les poissons, il y a des rayons osseux pour la renforcer, un dispositif qui aurait sûrement été utile pour nos ichthyosaures. Seulement voilà, les ancêtres terrestres des ichthyosaures n'avaient pas de pièces osseuses le long du dos, et les ichthyosaures ont dû faire sans. Au niveau de la nageoire caudale, avec les tissus mous, on s'aperçoit que la queue n'est pas brisée. En réalité, la colonne vertébrale est simplement courbée pour former la partie inférieure de la nageoire caudale. Le lobe supérieur n'était simplement pas visible car il était dépourvu d'os. Et là on voit bien qu'on a affaire à une convergence, puisque chez la plupart des poissons, la colonne s'arrête à la base de la queue, tandis que chez les requins, elle est prolongée le long du lobe supérieur. C'est donc la preuve que l'évolution des nageoires caudales de l'ichthyosaure, s'est faite de manière indépendante. Et si on reprend le dauphin, dont la nageoire caudale a aussi évolué indépendamment des poissons, on s'aperçoit que la nageoire n'est même pas orientée verticalement, mais horizontalement. Et ça c'est logique, car autant la colonne vertébrale chez les poissons et les reptiles, elle se déplace en ondulant de gauche à droite, autant la colonne vertébrale des mammifères terrestres, elle ondule de haut en bas. Et donc forcément, quand le dauphin est retourné dans l'eau, il s'est déplacé avec l'ondulation de type mammifère. Et c'est ce qui a fait que sa nageoire caudale a évolué différemment des poissons et des ichthyosaures. Vous l'aurez compris, sous les mêmes contraintes, un organe peut évoluer de manière convergente avec un organe d'une autre espèce. Mais ça se fera toujours au prix d'une différence avec le modèle original. Des différences qui trahissent le fait que ces espèces ont eu des histoires évolutives différentes. Les convergences évolutives, elles ont toujours suscité un grand intérêt chez les biologistes. Et c'est justement parce que les organes convergents sont jamais tout à fait identiques, et qu'il existe toujours un ou deux détails qui nous permettent de les repérer. Les convergences évolutives, elles constituent aussi une preuve de l'évolution. Les créationnistes, eux, ils pensent que les espèces, elles ont été créées et qu'elles n'ont jamais évolué ensuite. Mais si c'était le cas, ça deviendrait très compliqué d'expliquer pourquoi il existe 3 modèles de nageoires caudales différents chez l'ichthyosaure, le dauphin et le requin. Comment expliquer aussi la création de 3 modèles d'ailes différents chez la chauve-souris, l'oiseau et le ptérosaure? En fait, toute cette petite différence, tous ces petits détails, ils nous racontent une histoire faite d'adaptation et de bricolage évolutif. Pour des fossiles exceptionnels d'ichthyosaures en Allemagne. Et quand je dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Il y en a encore un qui bouge. Non, attends, c'est quoi non, les tissus mous, évidemment.